Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour un GingyDR Tier List. Alors, je ne suis pas fan des parties, en fait des vidéos en plusieurs parties, mais pourtant je vais devoir le faire, puisque ça sera beaucoup plus agréable. Alors, une Tier List, et je décide de le faire en plusieurs parties, c'est vrai que ce n'est pas très glamour, mais il n'en demeure pas moins que si je me mettais, pour avoir fait un essai, à faire une Tier List assez complète, expliquer les choses pour que ce soit en fait assez évident pour tout le monde, je devrais au moins mettre 2h13. En tout cas, c'est le temps que j'avais mis pour la première prise. Et c'est à ce moment où je me suis dit, peut-être que je devrais ne pas garder la position, je devrais garder la position de sauvegarder des éléments dans la tier list et traiter chaque rang du plus mauvais au meilleur. Donc du coup, on va traiter le D, puis le C, puis le B, le A et pour finir le S. Le D, alors quand le positionnement entre le S et le D se doit d'être quand même expliqué, le S, ça veut dire indispensable, important, primordial. D, ça veut dire soit le conseil il est mauvais, soit il est beaucoup trop circonstanciel pour que ce soit être quelque chose de, on va dire ça, quelque chose à regarder en détail, ou c'est tellement l'évidence même et que ça doit être tellement compris dans l'esprit d'une personne que ce soit évident que ça ne vaut pas le coup d'épiloguer là-dessus, ou à l'inverse, que ce soit vraiment un conseil inutile ou nul. Voilà. En sachant que A, c'est un bon conseil, B, c'est un conseil moyen dans la strate haute, et C, c'est dans la strate basse, ou de moindre importance. On va dire ça comme ça. Alors, c'est parti. Voilà, alors, comme je l'ai dit, la tier list, elle est déjà faite. Vous n'allez pas me voir avec tout le suspense qui va avec. On va traiter le D cette fois-ci. Et on va commencer de la droite vers la gauche, puisque j'ai traité, en fait, la droite, ça veut dire aussi le conseil le moins bon, ou le moins important, et celui qui se rapproche de la lettre du rang, ça veut dire que c'est le plus important selon moi. Chacun a son point de vue là-dessus, c'est des conseils donnés aux meneurs de jeu, et il y a des raisons très particulières pour lesquelles quelqu'un répondrait des éléments différents. C'est pour ça justement qu'il faut expliquer la nature même de chaque élément si possible. Alors on va commencer par le premier qui est utiliser des aventures préfaites comme cadre de travail. Pour moi c'est le dernier conseil que je donnerai à quelqu'un et je pense que c'est un mauvais conseil dans la mesure où on a tous une méthode opératoire pour faire des aventures, des campagnes, des one-shots. Évidemment, on peut s'inspirer ou prendre des techniques d'autrui, mais utiliser des aventures préfaites, c'est aussi une structure d'écriture qui peut ne pas convenir à tout le monde et qui, à défaut de ne pas l'abandonner, on va quand même essayer de s'y reprendre à plusieurs fois. J'ai beaucoup de livres, pas autant qu'un féru de JDR qui a toute une collection derrière lui dans une bibliothèque. Tout tient dans ceci en version numérique, j'ai que quelques livres physiques, mais n'empêche que j'ai beaucoup de livres d'une même gamme et les aventures, quand je dois les lire, c'est parfois quelque chose de pénible. Le truc le plus agréable que j'ai eu à lire, c'était Brigandine première édition Rêve de gloire. Mais pourtant, il y a d'autres aventures qui, sur le fond, sont bien meilleures. Puisque Rêve de gloire, j'aime bien l'écriture des auteurs de Brigandine là-dessus. Mais c'est une campagne que je ne ferai pas parce qu'elle limite beaucoup trop l'expérience apportée à la base, tout en sachant que l'expérience apportée à la base n'apporte pas un univers avec, ce qui n'est pas un problème pour moi en temps normal, mais qui en plus se corrigera avec Brigandine seconde édition, puisqu'ils ont commencé à bosser sur un setting. La méthodologie est très changeante d'une partie à une autre, et j'essaie non seulement d'appliquer autant que possible la règle du KISS, Keep It Simple Stupid,
garde le simple idiot. Et j'ai une méthode de construction des scénarios qui s'appuie sur des techniques de masterisation ou de construction narrative dans le jeu de rôle, comme la méthode du cône dont je n'ai pas parlé depuis des années, mais que je vais réactualiser comme vidéo pour vous faire comprendre qu'est-ce que la méthode du cône, ou bien même l'utilisation des ellipses. Ça, c'est des remakes qui vont arriver sur la chaîne à un moment. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est quelque chose de très personnel, et c'est surtout parce que c'est personnel et que je me pense à ce conseil-là donné à des meneurs, mais plus précisément à des meneurs débutants. Il peut très bien, si jamais il se heurte à certains murs, à certaines limitations dans la façon de voir, de la même manière qu'on apprécie un livre ou qu'on apprécie pas un livre selon les affinités, selon la façon de s'exprimer de l'auteur. Si vous donnez ce conseil-là à un débutant, s'il se heurte à un problème quant à la construction de la structure d'aventure, soit sans la comprendre totalement, soit en ne comprenant pas que ce n'est peut-être pas sa façon de faire, il peut être très très limité. Donc pour moi, c'est pas un bon conseil à appliquer. C'était très très long pour le premier, mais on va aller sur le deuxième, garder les choses fun. Je pense que je vais quand même mettre quelques mots là-dessus. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société, c'est un jeu social. Le divertissement et le côté fun se doit d'être omniprésent. Ce conseil-là n'est pas un mauvais conseil, c'est l'évidence même. Ça n'a rien à faire dans une catégorie de conseils. Si un meneur de jeu vient à perdre de vue cet essentiel, ou les joueurs viennent à perdre de vue cet essentiel, parce que le fun est amené par le meneur de jeu, par l'univers, par le système, mais aussi, et on ne responsabilise pas les joueurs assez là-dessus, mais aussi grâce aux joueurs, si on perd ça de vue, c'est foutu. Et il suffit juste qu'un seul oublie ça, et la négativité finit par continuer dans une traînée de poudre. C'est pour ça aussi que, par exemple, c'est très compliqué de savoir est-ce qu'il faut discuter. Évidemment, il faut toujours discuter, mais est-ce qu'une personne est faite pour une table ou non? Est-ce qu'elle comprend que les 12 pages qu'il a écrites pour son background n'est peut-être pas ce qui était attendu, et qu'il y a une exécution bien précise de ce qui devrait être fait pour que les choses soient bien faites. Toutes ces choses-là n'ont aucune importance si le fun n'y est pas. Le fun, c'est primordial, ce conseil-là. C'est parce que l'autre, il était vraiment hors de la pertinence et de ma façon de voir les choses qu'il est en dernier. Mais celui-là est en avant-dernier. Il pourrait très bien être en dernier, tellement c'est quelque chose d'évident. Je rappelle, hein, c'est la pertinence du conseil aussi qui est pris en compte, surtout. Voilà. Ensuite, un échec peut créer de la tension. Alors, je pense que je l'ai mis là, je sais que je l'ai mis là parce que ce conseil, il est incomplet. Ce qui devrait être dit, en fait, c'est tout peut potentiellement créer de la tension narrative, de la tension ludique, une tension aussi vis-à-vis de la frustration, mais je pense que cette tension-là qui parle dans l'échec, c'est sûrement pour dire la réussite comme l'échec construit l'histoire. Mais la tension peut se créer par les succès et par les échecs aussi. Comme on garde le négatif, on oublie que le succès peut générer de la tension. Être quelqu'un qui est très très puissant, très très fort, très avancé dans une campagne, peut réussir énormément de choses, et à force de réussir, ils peuvent se dire, oui, mais c'est à quel moment je vais foirer? Est-ce que c'est au moment opportun, inopportun, que ce soit décidé par la force des dés ou par un système alternatif? C'est quelque chose qui peut créer de la tension, et surtout quand il s'agit de savoir, quand on ne parle pas par exemple des possibilités, des chances, des succès, la notion même aussi de savoir est-ce qu'on a fait la bonne action est la chose à voir en fait. Je pourrais donner un exemple,
mais je ne sais pas si c'est là où je devrais le donner ou sur une autre vidéo. Je vais le donner ici, quoi. Puisque comme c'est les mauvais conseils, au moins essayer de, je vais expliquer quand même des manières de faire. Avec le système de Brigandine, j'avais l'intention de faire un one shot qui est de la dark fantasy avec énormément de géopolitique et avec quand même de la fantasy à la japonaise, très inspiré de ceux qui connaissent les tactiques ogres. Et le créateur de Final Fantasy Tactics, Tactics tout court, pas Tactics Advance, c'est lui qui a créé les tactiques ogres. Et on sent que dans l'histoire de Final Fantasy Tactics et dans Tactics Ogre, qu'il y a une énorme tension politique. Au travers des dialogues, il y a des dialogues crus, même s'il y a des choses qui sont jamais explicitées, elles sont très clairement implicitées, ce qui montre que c'est un monde qui est assez dur. Voilà, pour vous donner un exemple, dans le Tactic Ogre Let Us Cling Together, qu'on appelle maintenant Tactic Ogre Reborn sur PC, il y a une quête où en fait le personnage principal, Denim, c'est ça, Denim a été rejeté par sa faction, ou plutôt qu'il a rejeté sa faction parce qu'il ne voulait pas aller jusqu'au bout, c'est une route qu'on peut emprunter, et du coup il est accusé à tort d'avoir renversé des personnes d'un certain royaume, et que le massacre était tellement violent alors que ce n'est même pas lui qui l'a orchestré, qu'il est attaqué, et à ce moment-là on se rend compte qu'en 5 chapitres, t'as buté un barbare qui avait sa femme et ses enfants, la Valkyrie qui était la femme du barbare qui meurt et qui en plus de ça était enceinte au moment où elle s'est battue contre le personnage et que vous l'avez tué, et en plus de ça une chamane qui, obnubilée par la haine, elle avait effacé, comment dire ça, elle avait pas écouté la voix des esprits qui expliquait que Denim était innocent dans l'histoire, et il ne le comprend qu'au moment de sa mort et finit par lui pardonner, ce qui donne une victoire amère. L'échec comme tension, c'est que, comment dire ça, l'échec comme tension, c'est quelque chose qui est beaucoup trop simple à évoquer concernant le concept même de la tension. On peut avoir de la tension en réussissant son intention. Et c'est un truc que j'ai eu du mal à faire comprendre à mes joueurs au travers de mon jeu, puisque comme la bagarre, ce n'est pas tout, et que il peut y avoir des zones de gris, peut y a des moments y avoir dans des parties où les personnes tombent sur des gens qui n'ont pas forcément de morale ou tout ça, on peut tomber sur du manichéisme pur et dur, c'est eux les gentils, c'est eux les méchants, mais il y a des moments aussi où il y a des zones de gris, où le système de jeu, au travers des tests, te permet d'amener les intentions que tu avais derrière chaque action, c'est-à-dire je lance une boule de feu, c'est-à-dire j'ai l'intention de lancer une boule de feu. Tu peux très bien réussir à lancer la boule de feu, tu peux bien réussir à faire une action critique, mais si la personne est immunisée au feu, on s'en fiche qu'il soit, que ce soit une action critique ou non. Vous voyez ce que je veux dire par là? Les échecs comme la réussite peuvent créer de la tension, et la capacité à embrasser ce qui peut générer une tension narrative, tout ça, c'est narrative, ludique, c'est des éléments qui peuvent être présents dans les systèmes de jeu et de résolution que vous avez déjà à disposition. L'échec, comme il préserve le négatif, les gens confondent la tension, on va dire la tension qui finit par faire les personnes se replier sur eux-mêmes, la tension dans le sens que je vous ai donné avant, et aussi la frustration liée à l'échec. Sauf que là, je pense très clairement que si c'est un conseil, utilisez l'échec pour créer de la tension, c'est pas pour créer de la frustration. La frustration peut venir d'un échec, la frustration peut venir d'un système de jeu, d'un système de résolution. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple j'explique pourquoi le système des vins, avec la fourchette aussi grande, alors que je pense qu'un système devrait un peu plus appuyer sur la structure même
des caractéristiques, des attributs du personnage, et que ce qui viendrait magnifier, on va dire, le champ des possibles avec les dés, c'est comme ça que ça devrait être fait. C'est pour ça que je me rapproche plus, par exemple, du système Age avec un système 3D6 avec le fameux dé de drame qui vient encore mettre un peu de saveur là-dedans. Voilà. Ensuite, créer des personnages intéressants. Alors, ce conseil-là, il est évident, mais je l'ai mis là parce que je trouve que si quelqu'un te dit « Eh, vas-y, crée des personnages intéressants », même tu le dis de manière, on va dire, de manière très très naïve ou cynique ou intelligente ou que tu viens à présenter des arguments, j'ai envie de dire créer un personnage intéressant, c'est comme créer un personnage cool ou de définir ce qui est cool ou non. Il y a plein de façons de faire et elles ne parleront pas à tout le monde. Évidemment, il est important de créer des personnages intéressants, mais est-ce qu'il y a une recette toute faite? La réponse est non. J'ai envie de dire, une méthode que j'ai et que j'utilise, et je crois que j'en ai parlé encore récemment dans des vidéos et dans les RPG Week de cette année. Quand tu crées un personnage, tu peux très bien, par exemple, t'appuyer sur le système de ce qu'on te montre dans les livres d'apprendre à dessiner de manga, où tu fais la description, faire des éléments distinctifs, raconter son histoire, raconter son origine, quelles sont ses peurs, ses espoirs, ses objectifs, c'est quoi son genre de secret, c'est quoi sa façon de passer le temps, c'est quoi le truc qui fait qu'il est aussi spécial, ou qu'est-ce qu'il cache dans ses placards, etc., etc. Tu fais un personnage en se basant sur cette structure-là, évidemment, tu arrives à créer un personnage qui, on va dire, est complet. Tu as une vue étendue de ce qu'il y a. Mais chaque élément peut être amené à être exploré, sauf qu'un NPC, et on va le voir avec le dernier point qui est en D, n'est pas censé guider l'histoire, et n'est pas censé, en fait, exposer tout son wiki d'un coup. C'est un problème d'exposition, ça d'ailleurs. Créer des personnages intéressants, c'est vraiment un conseil qui est malhabile. C'est plutôt qu'on devrait essayer de faire en sorte que les personnages non joueurs soient pertinents dans sa place dans le récit avant tout. Et le fait qu'il soit cool ou non, ça dépendra d'énormément de choses. Des fois, il faudra rien. Et il y a des fois où c'est parce qu'il y a énormément de choses complexes chez lui qui fera que ça gagnera le cœur des joueurs, etc., etc. Après, il y a quand même des jokers. Par exemple, tu dis à quelqu'un, tu vas décrire un personnage, un NPC féminin, et tu expliques qu'il ressemble plus ou moins à un personnage que tu trouvais cool, définissant le cool en disant il ressemble à, c'est très facile. Ou bien oui, des éléments très figuratifs et très évocateurs, genre un personnage en armure noire avec une faux. Bon, les gens pourraient trouver ça cool, et d'autres pourraient trouver ça stupide, et d'autres pourraient trouver ça, comment dire ça, pas très recherché. Ou encore, par exemple, trouver un personnage qui est dans un appui très focalisé sur des tropes en particulier. Ils sont composés de tropes. Alors, autant ça peut être intéressant aux yeux des gens, autant ça peut aussi les rejeter parce que pour certaines personnes, un personnage non joueur intéressant, c'est un personnage qui est recherché. La définition d'un personnage intéressant varie d'un individu à l'autre. Alors je pense que le meilleur des mondes, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il s'imbrique bien dans l'histoire et qu'il n'y a pas d'éléments qui semblent invraisemblables vis-à-vis de ce qu'il a déjà montré, ou au contraire, montrer quelque chose d'extraordinaire au-delà des moments quotidiens où vous l'avez déjà observé d'ordinaire. Et là encore, je ne pense pas avoir apporté la réponse. Ensuite, rythmer le jeu.
Là encore, on est sur du circonstanciel. Ça veut dire quoi, rythmer le jeu? Tout jeu a un rythme. Je vais vous donner un exemple. Ryutama qui est un très très bon exemple, il a une fiche pour t'expliquer. Il y a 5 trucs. À un moment tu peux traiter ça, à un moment tu peux traiter ça. Et puis en fait, première grande scène, deuxième grande scène, troisième grande scène, s'il y a un combat, tout ça. Et puis après tu arrives à la fin. Ce système de jeu là, l'ADN du jeu, permet de structurer un scénario pour ça. Et en même temps de le rythmer. Et pourtant, quand on fait du TTRPG, on t'explique, par exemple, dans la majorité des TTRPG, comment tu fais dans cette situation, quelle est la règle qui est traitée pour cette situation, et puis c'est à toi de rythmer la campagne. Le rythme de la campagne peut prendre des définitions différentes, mais le problème, j'ai envie de dire, c'est que il faut identifier la rythmique attendue du jeu ou attendue de toi. Ensuite, essayer de faire en sorte de pouvoir en fait garder un point d'équilibre où il y a des moments en fait on va dire un rythme de jeu de rôle, comme c'est un jeu social où on finit par raconter des choses avec pas mal de personnes autour de la table qui apportent leur pierre à l'édifice. Il faut que ce soit organique. Et surtout, je pense que le dernier point, c'est je pense que la convergence universelle d'un rythme qui est brisé, c'est quand on était en train de faire quelque chose, qu'il y a un élément perturbateur dans la narration ou autour de la table, ou voire même à l'extérieur de la table, qui finit par les faire dévier de la rythmique et qu'on n'arrive pas tout de suite à se relancer immédiatement là-dedans, comme s'il y a eu une espèce de gros passage à vide qui donne une impression un peu étrange en fait. Voilà. Donc, rythmer le jeu, j'ai envie de dire, soyons très très attentifs à ce qui pourrait nuire au rythme du jeu de manière universelle, c'est-à-dire une discussion qui est un peu trop longue, certains éléments disruptifs, tout ça, mais dans les faits, il faut déjà expliquer qu'est-ce que le rythme du jeu attendu. Je serais plus tenté de dire identifier la rythmique que la table ou que le jeu ou que le meneur de jeu attendrait d'une session de jeu de rôle. Et il n'y aura pas de constance à maintenir, il y aura des points à éviter. Et voilà. Ensuite, préparez-vous à l'inattendu. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui va de soi quand tu es meneur de jeu, mais il va de soi de manière méta, c'est-à-dire que quand tu regardes en dehors des tables de jeu, tu as forcément déjà entendu dire qu'il y a des personnes qui ne préparent plus, ou qui trouvent que quand tu prépares, il y a potentiellement 80% de chance. À une époque, c'était ça, c'était ce qu'on disait, c'était quand tu prépares quelque chose, il y a potentiellement 80% de chance que tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as préparé comme scénario, comme campagne, peut finir potentiellement à la poubelle. Sauf qu'il existe des techniques pour prévoir de ça. Donc, être préparé à l'inattendu, ça veut à la fois tout et rien dire. Évidemment qu'il faut être prêt à voir l'inattendu, mais il faut aussi être capable d'évacuer l'élément inattendu une fois que ça arrive. Et ça dépend de plein de points. Ça dépend de, est-ce que c'est un élément de jeu? Est-ce que c'est une règle chiante? Est-ce que c'est une situation qui n'est pas prévue? Est-ce que le jeu l'a encadré ou non? C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des fois où il vaut mieux jouer un jeu qui a dans son ADN décidé d'encadrer certaines choses et pas d'autres, plutôt que de prendre un système qu'on aime bien et puis de se dire ouais mais s'il y a ça, t'inquiète, on va gérer. Mais un élément inattendu qui peut aussi poser problème, ou qui peut dévier la situation, ou qui peut être disruptif, ça peut aussi être un joueur. Être capable de gérer un joueur aussi est un inattendu. Voilà. Donc, comme c'est... Là, on n'est même pas dans le circonstanciel, cela va de soi. Et on sait que le jeu de rôle... Alors, on sait que le jeu de rôle
laisse quand même une marge de liberté et certains problèmes peuvent s'y engouffrer, il faut être prêt à évacuer tout ça. Mais je vais quand même mettre un petit, on va dire, on va mettre un peu d'eau dans notre vin en disant aussi, dans la situation actuelle qu'on a au travers du jeu de rôle, quand il s'agit de chercher une session, et aussi avec l'avènement du numérique qui a un peu redistribué les cartes, ou, selon ma philosophie, plus on a des moyens de communiquer, plus on a de réseaux sociaux, moins on a la patience de bien communiquer, ça rend les choses difficiles. Donc, être préparé à l'inattendu, je pense que tôt ou tard, l'inattendu arrivera très très vite à la porte, et c'est pour ça que des meneurs de jeu, c'est pour ça que des meneurs de jeu veulent la webcam systématique. Pourquoi ils veulent s'entretenir avec les gens pendant un moment au début, ou bien qu'ils veulent une session zéro avec tout le monde. Alors, d'aucuns viendront dire oui, mais je n'ai pas le temps, le jour où tout le monde est réuni, je suis peut-être pas là. Je parle, là c'est l'expérience qui parle. Même après avoir fait tout ça, ça peut déconner. Mais essayez de séquencer le moment où les gens viennent en tant que meneur de jeu à ta table jusqu'au moment où il doit jouer, ce qui ressemble, sans l'être, une mise à l'épreuve, permet de faire le filtre à la table. Je vous ai dit très souvent récemment que l'inclusivité c'est quelque chose de fort dans le jeu de rôle, qui n'a rien à voir avec le Rookies d'ailleurs, parce que de toutes les façons, l'inclusivité se doit d'être important dans le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle par défaut accepte tout le monde. Il y a des gens qui n'étaient pas considérés, qui commencent à être considérés. Il y a même des jeux qui ont été créés pour eux. Mais à un moment, les tablés, les gens, l'expérience que chaque individu attend finit par faire un tri. Donc, il faut faire très très attention à ça. Et puis le dernier point, c'est peut-être là où ça va aller un peu plus vite. Les personnages non joueurs devraient utiliser les personnages non joueurs pour conduire l'histoire. Très mauvais conseil. Et là, je vais devoir clarifier quelque chose que je dis depuis des années. Non pas que, non pas que je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que j'ai dit une erreur, mais plutôt qu'il faut que ce soit bien compris pour l'explication globale. Pour moi, les PNJ sont les autochtones de leur propre monde. C'est-à-dire qu'à la différence des joueurs qui devront faire des tests pour savoir quoi que ce soit, le meneur de jeu qui les interprète connaît justement les fondamentaux de ces derniers, quelle était leur fonction, quelle est leur place, quelle a été leur place dans l'univers, à quoi ils ressemblent, quelle est leur psychologie. Si t'as pas de psychologie très très claire d'un personnage, mais au moins tu regardes, tu peux visualiser en fait des adjectifs basés sur les émotions. Par exemple, moi je m'inspire de la roue de Plutchik pour ça. La roue de Plutchik, elle est maintenant affichée dans la page Wikipédia liée aux émotions. Donc, par exemple, un garde qui a du dédain, une personne qui est confiante, qui suscite cet élément-là, qui semble porter un ton qui laisse entendre qu'il est dans cet état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est des petites astuces. Mais ce que ça montre surtout, c'est que les PNJ sont les autochtones de leur propre monde, mais surtout des pousseurs. Ils sont là pour pousser l'histoire. Ils sont là pour être des éléments avec lesquels, en fait, qui vont donner la réplique aux joueurs, mais c'est surtout les joueurs qui devront évoluer dans le monde que vous allez créer, dans le scénario que vous allez créer, et ils ne sont pas plus importants que les joueurs. Après, et là ça sera à destination des joueurs, les joueurs ont tendance à croire que parce qu'un PNJ est balèze, ou qu'il a réussi ses tests, ou qu'il est complet, c'est-à-dire basez-vous, rappelez-vous à ce que j'ai dit sur la description des livres qui t'apprennent à dessiner des mangas, ce n'est pas parce que tu as décidé d'appliquer tout ça de manière claire et que le personnage non joueur
a montré chacune de ses facettes au travers de la campagne, que ça veut dire que c'était un personnage important, ou si important que ça. Des fois, ce qui fait l'importance du personnage, c'est ce que le meneur de jeu avait bien voulu faire au travers de la campagne, du scénario, et ou bien qu'il l'a mis là parce que euh, il avait une fonction bien précise dans l'entourage des joueurs. Ou peut-être même que c'est les joueurs qui ont donné de l'importance à ce PNJ parce qu'ils l'apprécient. Mais à la fin, c'est toujours les joueurs qui ont, en fait, c'est toujours les joueurs qui vont diriger l'histoire, pas les personnages non joueurs. Si un personnage, si un meneur de jeu vient à dire ou vient à mettre en S, en A ou en B, je dirais même en C, méfiez-vous. Parce que ces meneurs de jeu ne sont peut-être pas des meneurs de jeu. Ce sont peut-être des artistes / écrivains, soit ou bien scénaristes, qui essaient de se servir des joueurs comme spectateurs ou intermittents du spectacle. En gros, ils font ce que on appelle plus communément, excusez-moi, du dirigisme. Et le dirigisme, c'est ça. Le dirigisme, c'est créer l'illusion que les joueurs ont un impact sur le jeu, amène dans une image du train fantôme à ne pas confondre avec travailler sur des rails ou faire des scénarios à rails, où ils vont amener les joueurs à vivre des émotions, à faire croire que leurs actions ont des conséquences, mais qu'à la fin, ils n'ont aucun impact sur l'histoire. Le cœur du jeu de rôle est l'interactivité et aussi ce qui motive la construction d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle peut être défini par vous êtes dans une histoire interactive où il se passe énormément de choses et dont les personnages qui ont des attributs et au travers de certaines de leurs actions vont les résoudre. Si les joueurs n'ont aucun impact sur l'histoire qui est présentée, un meneur de jeu peut très bien donner l'illusion qu'il y a un impact, mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas un meneur de jeu. Il ne fait même pas du jeu de rôle, parce qu'en fin de compte, il a trahi la règle tacite et universelle propre au jeu de rôle. Un point, c'est tout. C'est pas négociable. Voilà. Là, il n'y a pas de oui, je crois, je pense, il se pourrait, mais ça dépend. Non. Ces gens-là ne font pas du jeu de rôle. C'est qu'ils n'avaient pas de spectateurs pour leur histoire de merde. Leur histoire n'est pas forcément de la merde, elle peut être bien. Mais avoir besoin d'un petit public pour gonfler son ego, c'est pas ça le jeu de rôle. Et c'est autant valable pour les mecs qui font du scénario, qui font leur scénario pour venir les exposer, que les joueurs qui te pondent 12 pages ou plus de scénario ou d'histoire de leur personnage et s'attendent à ce que les autres, surtout le meneur de jeu, lisent ça en n'ayant jamais posé de questions sur l'univers de jeu avant d'avoir pondu son truc. Voilà. Je précise quand même, je ne règle pas des comptes, je me base sur des témoignages ou des choses que j'ai vues, parce que ça m'est arrivé une fois où je suis tombé avec une dirigiste. Une fois j'ai fait une partie avec une dirigiste, plus jamais. J'ai maintenu l'illusion, si elle pensait qu'elle était bonne scénariste, moi, j'ai découvert que je pouvais être un excellent acteur. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, on conclut le B avec quand même une demi-heure de vidéo, donc c'est quand même pas mal. Au moins, ça montre un côté didactique. Je pense qu'il y aura un gros écart entre les parties pour que vous puissiez digérer tout ça. Mais en tout cas, meneur de jeu, débutant ou joueur, bienvenue sur la chaîne si vous découvrez ça comme ça. On a traité le rang D, donc on a traité le pire. Là, on va essayer de gérer le moins pire, la moyenne basse, la prochaine fois.
Je vous dis à la prochaine fois pour la suite des conseils donnés sous forme de tier list. Salut à tous.